Cela était sorti de l'esprit de beaucoup de monde, et à moi le premier. Mais le studio WayForward Technology, qui a signé ce nouvel épisode, n'est pas seulement responsable de la série Shantae. Il est également le papa de Contra 4, un épisode largement salué pour ses qualités. Et bien que les équipes changent au fil des années, cela nous donnait un indice sur le potentiel de Contra Opération Galuga. Avant même sa sortie, le titre édité par Konami a concentré les critiques concernant ses graphismes, et plus particulièrement sa direction artistique. Il est certes compréhensible que le budget alloué n'ait pas été conséquent, compte tenu du potentiel de vente confidentiel de la franchise. Cependant, les fans peuvent légitimement déplorer le manque d'identité et l'aspect générique de sa direction artistique. Avec son look rappelant les jeux PSN de l'ère PS3, Contra Opération Galuga semble nous ramener 15 ans en arrière. Mais au-delà de la réalisation technique modeste, c'est la palette de couleurs de mauvais goût et les textures grossières qui déçoivent. Regardez-moi ces compositions de couleurs immondes ou encore ces environnements sans âme. Le jeu n'a tout simplement aucune identité graphique propre. Mais il y a plus grave, malgré ces constats, le jeu ne tourne qu'à 30 FPS sur PS4. Et il est régulièrement interrompu par des micro-freezes, probablement dus à des temps de chargement qui annoncent chaque transition. Dans la démo, cela pouvait même provoquer des chutes dans le vide dans le stage de la cascade. En fait, le jeu ne délivre pas la stabilité et la fluidité que l'on est en droit d'attendre d'un jeu aussi exigeant. Car ces problèmes techniques pèsent en partie sur la réactivité des contrôles qui semble toujours souffrir d'un léger lag. Autre handicap, le manque de lisibilité lors de certaines phases surchargées en détails superflus. Cela est regrettable car sur le plan de l'animation, le jeu compense avec de belles séquences et une mise en scène soignée, ajoutant du dynamisme à l'action sans sacrifier la visibilité. Mention spéciale pour l'arrivée spectaculaire de cet immense alien en hommage au boss du 3e stage de Contra sur NES, ainsi que pour ce robot rappelant celui de Contra 3. D'ailleurs, le jeu regorge de références, pour ne pas dire d'emprunts. On ne les compte plus tellement ils sont nombreux. Ennemis, boss, mécaniques, cela confère à cet opus un aspect jeu hommage qui est aussi charmant que paresseux. Un mot sur la bande son, celle-ci est à l'image des graphismes et ce n'est donc pas un compliment. L'erreur est à mon sens d'avoir voulu plaquer des compositions orchestrales, aussi qualitatives soient-elles, à un jeu estampillé Contra. Rappelons que cette série est un concentré de badassitude et d'action non-stop à haute intensité. Pensez-vous que la douceur et la volupté d'une musique symphonique s'accordent avec cela? J'en veux pour preuve que le jeu gagne immédiatement en saveur et même en plaisir de jeu en choisissant les musiques rétro, tirées des anciens épisodes. Car oui, il est heureusement possible de changer les musiques de base. Les bruitages en revanche m'ont pleinement satisfait avec des sonorités assez impactantes et gratifiantes, notamment les explosions. Mais alors comment se manie Contra Opération Galuga? Pour faire simple, il tente d'innover à partir des mécanismes classiques de la série, à savoir un système de tir multidirectionnel accompagné d'un verrouillage de cible et de 2 emplacements pour les armes. À cela s'ajoutent quelques nouveautés, un double saut fort appréciable et la possibilité d'effectuer non pas une roulade, mais un dash pour les 2 personnages principaux. Cette fonctionnalité vise non pas à vous procurer des frames d'invincibilité, mais plutôt à permettre des esquives et de manière générale à dynamiser le jeu. Et cela fonctionne très bien, tant ce dash devient rapidement indispensable. Attention cependant, tous les personnages jouables ne disposent pas des mêmes contrôles. Il y a ensuite un système de boost pour votre arsenal. En récupérant 2 fois la même arme, vous en augmentez la puissance ou la capacité. Ainsi le spread passe de 5 à 8 tirs, le homing gagne en puissance et le laser peut rebondir d'ennemi en ennemi. Bien sûr, vous perdez cet avantage si vous êtes touché. Une autre innovation liée aux armes est la possibilité de les sacrifier pour déclencher une attaque spéciale. Là encore, chaque arme se distingue. Avec le lance-flamme, vous créez une sorte de bouclier devant vous, tandis qu'avec le lance-grenade, vous lancez une salve massive de missiles. Comme à l'accoutumée dans un Contra, toutes les armes ne sont pas logées à la même enseigne.
À titre d'exemple, le lance-flamme et le laser paraissent superflus par rapport aux autres, au point que l'on finit par les utiliser uniquement pour leurs attaques spéciales, à savoir par exemple ralentir le temps ou se générer un bouclier. L'aspect tactique est ainsi renforcé car il devient crucial de savoir quelle arme sacrifier au bon moment, notamment lors des affrontements avec les boss. Tout ça c'est bien beau, mais ce système de jeu est-il efficace ? Eh bien, plutôt oui, mais on peut regretter que cette relative profondeur se fasse au détriment de l'intuitivité. Avec toutes ces fonctionnalités, Contra Opération Galuga est probablement l'épisode le plus complexe à maîtriser, nécessitant l'utilisation de presque tous les boutons de la manette. Il vous faudra donc un temps d'adaptation, d'autant plus que chacun des personnages débloquables au nombre de 10 offre des contrôles différents. C'est là un héritage de Contra Hard Corps. C'est une qualité en soi, car cela assure une certaine profondeur de gameplay, mais on est loin de la spontanéité et de la réactivité des premiers épisodes. Passer de Contra Opération Galuga à Contra 3 ou Hard Corps fait l'effet d'un électrochoc, car aussi dynamique que soit son système de dash, le jeu ne se départit jamais d'une certaine lourdeur, pas nécessairement pénalisante, mais un peu pesante au début. Les phases de plateforme sont ainsi particulièrement délicates à cause d'un air control aux fraises. L'autre particularité de cet épisode est d'être jouable jusqu'à 4 en local, et à l'image d'un Shredder's Revenge, cela se répercute dans le level design, voire dans le game design dans son ensemble. Ainsi, à quelques exceptions près, la caméra est souvent très éloignée, offrant une vision large des stages, permettant d'anticiper l'arrivée des ennemis. Certains ont critiqué cet aspect, arguant la facilité avec laquelle on pouvait étouffer les attaques ennemies dans l'œuf et les éliminer sans qu'ils puissent nous inquiéter, notamment avec le homing et le spread. Un constat encore plus prégnant quand on switch rapidement d'une arme à l'autre, avec pour combo le plus ravageur, le lance-grenade plus le homing. Mais cette limite transparaissait déjà dans les premiers contrats, où certaines armes étaient déjà complètement pétées. Souvenez-vous du spread dans Contra 1 et Super Contra. Et encore une fois, cette représentation découle d'abord de l'ajout de ce mode multijoueur, qui nécessitait, quoi qu'on en pense, une vision large du champ de bataille. Personnellement, ce point ne m'a donc pas dérangé, car le jeu demeure difficile, même équipé des armes les plus efficaces. Car oui, Contra Opération Galuga est un jeu difficile, voire très difficile par moments. C'est en partie lié à des problèmes de lisibilité, il est vrai. Les explosions, vos tirs, ceux des ennemis, tout se mélange parfois dans un chaos difficile à démêler. Mais cela tient aussi au pattern plutôt élaboré des PNJ et au level design que j'estime réussi. Les ennemis se montrent pour la plupart agressifs et les niveaux regorgent le plus souvent de pièges, vous laissant peu de temps de réaction. Je l'ai déjà dit, le jeu regorge d'emprunts des anciens épisodes, mais il propose aussi des nouveautés comme cette séquence où les déplacements de votre personnage rendu invisible se reflètent sur d'immenses cristaux à la manière d'un Rocket Knight Aventure. D'autres séquences sont certainement plus paresseuses, mais globalement le level design réussit à nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Cela tient aussi aux boss, autre qualité du jeu. Pour moi, ce point est difficilement critiquable, tant ils sont intenses et bien conçus. La qualité de leur conception vous obligera à étudier minutieusement leur pattern. Conscients de tout cela, les développeurs ont voulu compenser cette difficulté élevée, probablement par souci d'inclusivité comme on dit, par l'ajout de tout un tas de bonus censés renforcer les capacités de vos personnages. Ces sortes de boosts peuvent être achetés en gagnant des points. On peut par exemple ajouter 2 points de vie, améliorer les armes par défaut ou devenir temporairement invulnérable après chaque mort. Je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas fan de ces béquilles qui finissent par déséquilibrer le game design. Rendez-vous compte, outre ces bonus, il est possible d'ajuster la difficulté du jeu, d'augmenter le nombre de points de vie et le nombre de vies. Ainsi, en activant certains paramètres, le jeu en mode difficile devient plus facile qu'en mode normal. Alors bien sûr, en tenant compte de tous les bonus les plus cheatés, le jeu devient facile. Mais où est le sentiment d'accomplissement ? Quoi qu'il en soit, avec un total de 8 niveaux divisés en 2 phases chacune et conclus par un combat de boss, Contra Opération Galuga reste fidèle à la tradition des contrats. Toutefois, il va au-delà du strict nécessaire par la longueur notable des niveaux. Ils peuvent durer plus de 10 minutes chacun.
Ainsi, terminer le jeu prend environ 1h20. On sait que le mieux est parfois l'ennemi du bien en matière de longueur de jeu, mais la qualité du level design et du rythme fait que l'on ne s'ennuie jamais en le parcourant, et ce n'est pas la moindre de ses qualités. En outre, si l'on tient compte du mode multijoueur, des modes annexes arcade et défis, et cerise sur le gâteau de 10 personnages jouables, son contenu s'avère plus que costaud. Contra Opération Galuga possède de réelles qualités qu'il serait dommage d'ignorer à cause de sa direction artistique discutable. Même si je comprends totalement que cela puisse rebuter certains joueurs, il mérite d'être considéré au-delà de son aspect graphique. Son gameplay substantiel, son level design solide, son rythme haletant et ses boss bien conçus en font un bon épisode, loin des références, certes, mais un bon épisode quand même. Un signe ne trompe pas, on prend un réel plaisir à le parcourir malgré sa longueur. Mon seul véritable reproche ne concerne finalement pas sa direction artistique, mais sa réalisation technique, qui n'est pas assez soignée au vu de l'exigence qu'il impose aux joueurs. C'est lui le fautif.